et les actrices du monde de l'éducation, que vous soyez présents ou en visioconférence. Donc, je suis Jean-Philippe Frédoul, président du Crédit Mutuel Enseignant Toulouse et jeune retraité de l'éducation nationale. Une banque qui organise une conférence sur le métier d'enseignant, quelle est la relation entre ce métier et la finance, vous direz? Mais cette relation, elle vient particulièrement de la nature du Crédit Mutuel Enseignant. Ce n'est pas une simple banque, mais c'est une banque mutualiste au service des enseignants. Et plus largement, aujourd'hui pour nous, c'est la banque du monde de l'éducation et de la culture. Lors de nos conseils d'administration, nous travaillons sur les produits spécifiques offerts aux enseignants, conscients des difficultés du pouvoir d'achat, d'accès à la propriété, et j'en passe. Tous les élus, administrateurs et administratrices du CME sont issus du milieu enseignant. Ils connaissent la réalité du terrain, les difficultés du métier, la dégradation des conditions de travail. C'est de ces constats et débats qu'est née l'idée d'une conférence au cours de laquelle la parole serait donnée aux enseignants et enseignants. Pour cette conférence, nous avons invité pour nous présenter l'état de ces recherches et analyses une professeure des universités émérites en sciences de l'éducation et de la formation de l'Université Lumière Lyon 2, Françoise Lantôme, qui abordera la spécificité du métier d'enseignant. Vous trouverez également au fond de la salle un choix de ses ouvrages et aussi d'autres auteurs. Le métier d'enseignant ne se résume pas seulement qu'à la classe et à professer. Le travail collectif, la relation avec les partenaires, dans le lien de coéducation nécessaire avec les parents, le rapport à l'institution, la hiérarchie et tous les conflits qui peuvent en découler font partie du métier d'enseignant. Pour cela, nous avons invité Nadine Millot, ancienne inspectrice IPR de mathématiques, médiatrice de l'éducation nationale pendant 8 ans, et aujourd'hui bénévole de l'autonome de solidarité laïque, dont le sous-titre est Les risques du métier. Nicole nous parlera de la médiation dans la gestion des conflits. Si cette conférence a lieu aujourd'hui, c'est grâce à notre partenariat avec le GREC, groupe de recherche pour l'éducation et la prospective, et dans sa compétence d'organisation de conférences et de colloques. Cela fait 1 an que nous travaillons sur la planification de cette journée, qui j'espère sera une réussite. Nous sommes aujourd'hui en présentiel à l'Union, mais aussi en visioconférence avec d'autres caisses du CME sur toute la France, et nos enseignants sont connectés chez eux. On ne donne pas la parole qu'aux enseignants du 31, mais aux enseignants à l'échelle nationale. Je vous remercie aussi pour votre participation au questionnaire et je donne la parole à Jean-Marie Pillot, président du GREP, pour vous présenter le GREP et les autres intervenants de cette conférence. Merci, bonne journée. Merci Jean-Philippe. Donc, effectivement, on a depuis 1 an travaillé avec le CME et donc Jean-Philippe a expliqué pourquoi le CME a organisé cette conférence débat. Et donc là, juste en quelques mots, je vais, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça va être très rapide, hein, vous présenter le GREP. Donc, effectivement, notre mission, c'est bien donc d'organiser des conférences débats. Le but étant de réfléchir ensemble. Et là, je crois qu'on est vraiment dans ce cadre-là aujourd'hui. On est une association reconnue d'utilité publique. On en est à la 39e saison. Hein, c'est la saison qui vient devant nous. Et donc, GREP, ça veut dire Groupe de recherche pour l'éducation et la prospective. Donc, le GREP organise des conférences, plein d'activités internes sur lesquelles je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais terminer dans la présentation du GREP en vous disant que nous produisons également des ouvrages, ce qu'on appelle les parcours. Ce sont des livres qui sont les transcriptions de toutes nos conférences et des débats. C'est une originalité, hein, le fait en particulier que les débats soient transcrits. Et donc, concrètement, ça sera le cas pour la conférence débat d'aujourd'hui. Hein, nos bénévoles réaliseront la transcription et donc elle sera disponible en particulier dans les caisses du Crédit Mutuel, là, d'ici, alors, je vais dire début de l'année, pas faire trop de fausses
de fausses promesses. Début de l'année 2024. Voilà. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail. Juste un dernier point pour dire pour tout le monde, la semaine prochaine, on aura donc samedi prochain une conférence qui se passera, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, donc sur l'eau en Garonnie par Martin Malvy. Martin Malvy a été d'abord président de la région Midi-Pyrénées, on le connaît pour ça, mais il a été aussi président de l'agence de bassin Adour-Garonne. Donc, il est particulièrement pertinent pour présenter ça. Et ce qui est important pour les Gréppiens, c'est que ça se passe à Antior. Antior, c'est le deuxième campus de TBS, qui est donc à Quinte-Fonce-Grive. Et donc, ayez ça en tête, que ça se passe bien pas à notre lieu habituel, mais à Antior. Voilà. Donc, on rentre dans la journée. La journée, elle se décompose en évidemment une matinée. Alors, une matinée et une après-midi. La matinée, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est important là, à ce stade-là, c'est de dire il y a un repas sur place à partir de 12h30. Pour nous, en termes de logistique, il est important que vous confirmiez la participation. Je le dis tout de suite, pour les bénévoles, le repas est offert par l'organisation. Par contre, voilà, c'est 10 euros pour les autres personnes. Ça sera un repas chaud puis sur place. Donc, j'espère que vous avez pris, pour ceux qui doivent le prendre, le billet, parce qu'on a encore une petite marge d'organisation là avec notre traiteur. Et puis cet après-midi, pour terminer, il y aura donc des ateliers qui vont concerner plusieurs sous-groupes de travail. Puis ensuite, on aura un retour de ces ateliers. Et on terminera à 16h30 par un cocktail convivial. Alors, la bonne nouvelle, c'est que malgré nos problèmes techniques, pour l'instant, on est dans les temps. Hein. Donc, la prochaine intervention après Nicole qui va vous expliquer un peu des éléments de réflexion, ça sera donc Lucie Loubert, une spécialiste de l'analyse statistique qui va dépouiller en particulier le questionnaire qui avait été envoyé au mois de mai, entre mai et septembre. Voilà. Voilà, Nicole, je te passe la parole. Bonjour à tous. Alors, je suis Nicole Gauthier, administratrice du GREP, au GREP depuis très longtemps, et dans ma carrière professionnelle, professeur pendant de longues années. Ce que je voudrais vous dire à propos de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est que quand on remonte l'histoire sur 40 ans, il y a deux fils rouges qui se croisent au fil des années. Et ces deux fils rouges, ce sont l'intérêt du grec à l'école, l'enseignement, l'éducation. Et c'est d'ailleurs le peu que l'on trouve dans le notre intérêt pour l'école. Et il y a aussi un autre fil rouge qui est notre partenariat avec le CNE. Pour nous, c'est un allié de longue date. Le CNE s'est toujours intéressé à nos travaux, il a toujours été attentif à ce que nous faisions, et il nous a toujours apporté un soutien régulier. Du coup, on peut dire qu'aujourd'hui, la collaboration entre le CNE et le CREP est une collaboration tout à fait naturelle. Comme il est d'ailleurs extrêmement naturel de traiter de ce sujet et qu'il en ait l'opportunité grâce au CNE, car c'est un sujet qui est vraiment inscrit dans l'ADN du GREP. Pour y réfléchir, on a invité tour à tour des stars de la pédagogie, Mérieux, Dubé, Mérieux seul, Mérieux avec le vélo, ou alors encore un recteur
passionné de didactique. Ou alors, on a invité aussi un proviseur parisien à la tête d'un lycée qui était spécialisé dans les élèves décrocheurs. Ou encore, intéressée par les sciences cognitives, une chercheuse sur le thème de réveiller le désir d'apprendre, faire naître le désir d'apprendre. Et même, déjà en 2004, une conférence dans laquelle on avait invité un chercheur sur la tendance à une dangereuse marchandisation de l'école, déjà en 2004. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que dans tous ces cas-là que je viens de vous citer, il s'agissait toujours d'experts, entre guillemets, alors qu'aujourd'hui, tout simplement pour la première fois, il faut saluer cette première fois, il s'agit de s'arrêter sur le métier d'enseignant avec ceux qui en sont les acteurs. Faire avec eux un état des lieux, un constat. Pour la première fois, on va leur donner la parole. Et c'est eux qui vont nous dire leurs difficultés, leurs joies, la rencontre de leur vocation avec la réalité du terrain, leurs contraintes, les freins qu'ils rencontrent, les solutions qu'ils inventent, personnelles ou collectives, et leurs espoirs. C'est donc ici, aujourd'hui, un moment de partage. Jamais, comme aujourd'hui, l'école n'a été au centre de tous les intérêts passionnés et contradictoires. Mais on s'aperçoit et on fait le constat aussi aujourd'hui que tout devient très compliqué, très ambivalent, très difficile à cerner. L'école est le lieu de toutes les critiques et de toutes les propositions. Il faut une école hybride, nous disait Attali l'autre soir au GREP. Il faut sortir l'école de son huis clos, nous dit Maxime Rover. Il faut enseigner l'empathie à vos élèves, nous dit Gabriel Attal. Il faut leur apprendre le goût des autres, nous dit Cyrulnik. Les suggestions ne manquent pas. Mais malheureusement, les faits divers aussi ne manquent pas. Et ils sont souvent affligeants, surtout dans la concurrence des réseaux sociaux, avec des suicides de jeunes, les problèmes de harcèlement. Alors l'école dans la vraie vie et la vraie vie dans l'école, c'est justement notre sujet d'aujourd'hui. La parole va donc être donnée aux acteurs qui sont quelquefois même des héroïnes ou des héros, à ceux dont on a pu dire qu'ils faisaient le plus beau métier du monde, certainement aussi le plus difficile. C'est pourquoi nous ne manquerons pas de leur manifester aujourd'hui toute l'écoute et toute l'empathie qu'ils méritent. Ceux qui font, comme le dit si justement le cinéma, un métier sérieux. Voilà, merci. Et alors, donc, on va passer donc effectivement à l'analyse par Lucie Loubert du questionnaire enseignant. Et donc, pour cela, alors attendez, il faut que j'y aille. La première diapo, voilà. Voilà. Donc, Lucie Loubert a accepté de faire cette analyse et donc on la remercie. Elle est doctorante, enfin plus que doctorante maintenant, postdoc à donc l'IUT de Toulouse et spécialisée en particulier dans le domaine de l'analyse statistique.
Et elle a travaillé en particulier avec Isabelle Bertolino, hein, qui nous a conseillé qui nous a conseillé de travailler avec elle là. Et Isabelle Bertolino interviendra tout à l'heure. Voilà. Donc, on lui a donné donc tous les éléments. Elle a eu des difficultés là aussi techniques parce que bon, peut-être qu'elle en parlera en quelques mots à la fin sur l'utilisation de Google, qui n'est pas forcément le meilleur outil pour faire de l'analyse. Mais donc, il a fallu qu'elle tripote, si je puis dire, les données issues du questionnaire et pour essayer d'en faire d'en tirer la quintessence en termes, en tout cas, pour l'instant, de statistiques. Voilà. Lucie, à vous la parole. Ouais, je regarde votre écran et je fais suivre. D'accord, vous m'entendez bien? Non, il faut peut-être le micro plus près. Il n'y a pas de micro. Après, Ouais. je vois Le micro, ouais, il faut approcher le micro. que je rapproche le micro. Là, vous m'entendez mieux? Ouais. Ouais. Ok. Donc, j'ai une fin de laryngite qui traîne. Il se peut que ma voix parte dans les aigus de façon incontrôlée, hein. Je m'excuse d'avance si ça arrive. Normalement, ça ne le fait plus trop, mais ça peut encore. Voilà, donc merci de m'accueillir aujourd'hui. Comme dit par notre ami, je suis donc Lucie Loubert. Je ne suis plus postdoctorante en fait. Je suis à l'heure actuelle entrepreneur en recueil et traitement de données, avec une spécialisation en traitement des données textuelles de grande ampleur, ce qui était pratique pour les questions ouvertes, mais enfin, on en parlera après. Les outils que je mobilise habituellement ne se prêtaient pas très bien à ce questionnaire-là, dans le sens où il y avait très peu de données au final. Donc, j'ai fait une approche plutôt qualitative, plutôt que statistique sur pas mal de choses. Et j'ai essayé de rester le plus fidèle possible aux réponses qu'il y a eu, en sachant qu'il y a des limites statistiques donc, qui se posent dessus, puisque un échantillon assez restreint de toute façon. Donc, diapo suivante, c'est bon. Donc, le questionnaire sur lequel je suis intervenue a été diffusé par le GREP, par le réseau du GREP. Donc, j'imagine que dans la salle ou ceux qui sont en ligne, beaucoup ont dû y répondre. Il a été diffusé sur les listes de diffusion du Crédit Mutuel ainsi que les abonnés aux infos courriels du GREP. Il y a eu une première diffusion en mai et des relances en juillet et septembre. Les données m'ont donc été livrées mi-septembre pour les proposer donc aujourd'hui, pour proposer un dépouillage aujourd'hui. Suivante. Voilà. Au niveau de sa structure, il y avait des questions d'un point de vue sociologie, c'est-à-dire âge, genre, établissement, région, ce genre de questions, assez descriptives de la fonction et des répondants en fait. Plusieurs questions, du moins à choix multiples, sur les axes de reconnaissance de leur métier, sur les conditions de travail, d'efficacité, à quel moment ils étaient sereins dans leur travail. Et à la fin du questionnaire, une question ouverte sur les moyens qu'ils avaient pour agir sur la qualité de leur travail et la qualité de vie dans leur travail. J'ai donc récupéré la base de données, comme l'a dit juste précédemment, que le questionnaire a été diffusé par un Google Form, qui est un outil qui est très pratique pour sa prise en main, j'en suis totalement consciente, son accessibilité, et qui est juste très, très compliqué à traiter derrière, puisque l'export qui nous en est donné n'est pas formaté pour les outils statistiques et n'est pas formaté pour que ce soit traité. Donc, il y a eu un gros problème de nettoyage juste des données pour que ça puisse rentrer sur une matrice pour faire des statistiques derrière, des séparations de réponses multiples, ce genre de questions de cambouis que je vais vous épargner. Ce n'est pas forcément ça la question qui est intéressante. Le nettoyage des données que j'ai fait au niveau du sens et dont je préfère vous prévenir dès le départ, j'ai dû faire des aménagements dans les données, à savoir catégoriser beaucoup de variations. Une des premières chose que j'ai dû catégoriser, que j'ai préféré, moi, catégoriser, c'était la question lycée. Lorsque les enseignants devaient répondre dans quel type d'établissement ils enseignaient, leur était proposé lycée, LP, LEGT. Les lycées professionnels, les lycées d'enseignement général et technologique dépendent des lycées. Lorsqu'il était répondu lycée, je ne peux pas savoir si c'est en général technologique ou en lycée professionnel. Pour information, 38 personnes ont répondu lycée, tout court. 10 personnes, lycée d'enseignement général et technologique. 13 personnes, lycée professionnel.
Comme je n'avais pas l'information dans le lycée tout court, lequel c'était, j'ai préféré tout englober dans le terme lycée. J'ai créé d'autres variables pour faire lycée professionnel, oui, non. Lycée général et technologique, oui, non, de façon à respecter un peu ceux qui ont voulu se revendiquer du lycée professionnel dans cette réponse-là. Mais ça me fait du coup des échantillons plus petits sur ces données. Une autre catégorisation des variables, c'est les départements. 33 départements sont présents, ce qui est plutôt bien, mais 23 départements n'ont qu'une personne qui ont répondu. Donc, au point de vue statistique, on cherche des choses qui se reconduisent dans des cohortes. On pense bien qu'une personne va totalement biaiser les choses. J'ai fait le choix de regrouper par région. Comme les régions sont bien étendues maintenant, c'est pratique. Certaines régions ont continué à être à une seule personne, mais ça m'a quand même permis de tout regrouper. Je n'ai pas voulu faire de regroupement plus gros dans le sens nord-sud parce que je pense que personne dans la salle serait d'accord de dire où se situe le nord, où se situe le sud. On a une frontière qui est très, très vague là-dessus, est-ouest aussi. Donc, j'ai préféré rester que sur les régions, quitte à ne pas pouvoir exploiter réellement cette partie-là. Si je tousse, ça va. Voilà. J'ai l'impression d'être à la radio, en fait, avec le micro devant. C'est très étonnant. Voilà, là, je ne vois plus le public, au moins, c'est clair. Je pense qu'il ne me voit plus non plus. C'est pratique, je ne suis pas assez grande, peut-être. Voilà. Moi, je peux le tenir aussi, peut-être. Ah bah oui, ouais, je pense je pense qu'à un moment, ça va être plus simple si je le tiens, parce que là, ça fait vraiment trop bizarre. Voilà. Donc, c'est des regroupements que j'ai choisi de faire pour essayer de voir s'il y avait des corrélations dans les réponses par la suite, tout en sachant que c'est une perte d'information, certes, mais à un moment, c'est des choix qui doivent s'exécuter pour chaque traitement statistique. Le public des répondants, au niveau des biais dans les personnes qui ont répondu, lorsque l'on regarde sur les variables sociométriques qui y sont, l'âge, les établissements, le département, tout ça, on a un biais entre région et établissement, à savoir que l'Occitanie, qui est déjà surreprésentée, puisque oui, on va voir après le rétablissement des régions, mais l'Occitanie est surreprésentée déjà, mais surtout, elle est surreprésentée dans les enseignants indiquant qu'ils travaillent dans le supérieur, c'est-à-dire que ce sont certainement des enseignants du secondaire qui sont détachés dans l'enseignement supérieur, où j'ai recodé les personnes qui m'indiquaient être enseignées qu'en BTS, puisqu'il y avait un champ libre. Certains me disaient j'enseigne qu'en BTS, je les ai catégorisés également en supérieur. Donc, ils sont surreprésentés en supérieur et sous-représentés dans les lycées. La Nouvelle-Aquitaine, nos voisins, sont surreprésentés en élémentaire. Et l'Île-de-France est surreprésentée en lycée et sous-représentée en élémentaire. C'est une variation que je ne peux pas expliquer, je ne connais pas assez le tissu du GREP pour pouvoir dire s'il y a une raison ou pas là-dessus. Par âge, par rapport aux établissements, il y a une surreprésentation des moins de 35 ans dans l'élémentaire. Élémentaire qui est également surreprésenté en Aquitaine. Donc, on va retrouver une surreprésentation de cela. Enfin, voilà. Les variables sont liées à un moment, donc on retrouve des choses comme ça. Du coup, les biais que je vous ai énoncés là, ce sont les principaux qui ont le plus de poids, on va dire. Ils sont à garder en tête chaque fois que je vais très peu utiliser les corrélations. À certains moments, je vais vous dire que cette réponse a été surreprésentée dans tel groupe. Mais il faut garder en tête que ces groupes ont des biais au départ. Statistiquement, la rigueur statistique dirait que ça fait un frein à utiliser ces outils-là sur ce questionnaire. On les utilise quand même dans le sens où c'est des angles de réflexion qui mériteraient de faire une enquête plus grande sur des échantillons plus grands, plus représentatifs pour aller tester ces variations sur une cohorte plus stabilisée. Donc, il y a 158 répondants qui sont exploitables avec des réponses, des questionnaires totalement complets. Au niveau de la répartition par âge, j'ai pris mes notes. Donc, on a une surreprésentation, je pense, par rapport au public enseignant général, national ou même en Occitanie, des plus de 50 ans. On avoisine les 60%
des personnes qui ont répondu qui ont 50 ans et plus. Au niveau de la répartition par genre, 70% sont des femmes. Presque 28% des hommes et une personne s'est revendiquée non-binaire sur le questionnaire. Au niveau de la répartition par établissement, on arrive à quelque chose qui est un peu plus homogène, puisqu'on a près de 40% en lycée, 20% en collège, 26% en élémentaire, 11% en supérieur, et j'ai gardé une catégorie, puisque je ne savais absolument pas comment les classer, qui sont 4 personnes en tout qui ont déclaré travailler dans des hôpitaux de jour, dans des IME, je crois, et une personne qui était dans une commission de lutte contre le harcèlement, je crois. Voilà, que j'ai mis du coup en santé et sociale, puisque c'est des choses qui étaient du coup différentes des établissements classiques. Pour information, donc, au niveau des lycées, oui, je vous ai prévenu, donc il y en a 13 qui sont en LP et 10 qui sont qui ont indiqué en général et technologique. Au niveau de la répartition par région, l'Occitanie est bien majoritaire, on est à 58 et quelques % de l'Occitanie, à savoir que dans l'Occitanie, la très grande majorité, c'était la Haute-Garonne. Puisque si je reste sur du département, j'arrive à 51% des gens qui ont répondu qui viennent de Haute-Garonne. Voilà. Au niveau des autres régions qui sont quand même bien représentées, on a les Pyrénées-Atlantiques, nos voisins. Là aussi, l'Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, nos voisins. Là aussi, dans la Nouvelle-Aquitaine, les majoritaires, c'est les Pyrénées-Atlantiques, puisque à eux seuls, ils représentaient 8% des répondants et la Nouvelle-Aquitaine est à 14%. En Île-de-France, qui totalise 16%, c'est les Yvelines qui représentaient déjà 13% dès le départ. J'ai recatégorisé pour essayer d'avoir moins de variabilité, mais on reste sur des choses quand même très ancrées au niveau du territoire avec des pôles très précis. Il y avait une des questions à la fin du questionnaire de questions fermées sur les variables sociologiques qui était « Êtes-vous heureux dans votre métier ?» La bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de cette question, si on cumule le oui tout à fait, le oui plutôt, on est à près de 75% de réponses où les gens se désignent plutôt heureux dans leur métier. Voilà. Pardon. Au niveau des autres questions fermées qui étaient posées plus tard dans le questionnaire, une des questions portait sur la rémunération. Est-ce qu'elle était vécue, représentée au niveau, comme une juste reconnaissance du travail de la personne? À ce niveau-là, on inverse les choses. J'essaie juste de retrouver. Puisque 77% estiment que non ou non, pas du tout. Si on fusionne les réponses négatives, on arrive à du 77%. Sur la question si la personne arrivait à équilibrer ses temps de vie professionnels et personnels, on arrive à quelque chose qui est en fait assez réparti de façon homogène. À savoir, on a du 40% sur du oui, plutôt, du 36% sur du non, pas tout à fait, et les extrêmes sont à 12% pour oui, tout à fait, non, pas du tout, 11%. Donc, on est sur quelque chose d'assez homogène dans la répartition. C'est un des items qui est assez répandu, en fait, sur l'ensemble de l'effectif et qui est hétérogène, du coup, dans les réponses, mais homogène dans les quotas qui y répondent. À savoir que sur cet item-là, les personnes qui étaient en REP ont répondu de façon surreprésentée, pas du tout heureux. Voilà. Au niveau de la question sur la sécurité de l'emploi liée à mon statut, a-t-elle une influence sur l'exercice serein de mon métier? On est dans ce cas-là majoritaire sur le oui, oui plutôt.
puisqu'on arrive à 76% qui répondent oui. Sur cette question-là, il y a un gros biais, à mon sens, si je peux être, entre guillemets, critique sur le questionnaire, puisque ce n'est pas moi qui ai fait le questionnaire. Je suis arrivée donc en septembre pour le traiter uniquement. C'est que je n'ai pas vu sur le questionnaire la question du statut de la personne qui répondait. Donc, je ne sais pas si les listes de diffusion sont réservées aux statutaires, aux titulaires des postes, mais dans les questions ouvertes, j'ai trouvé, à la lecture des questions ouvertes, plusieurs items où les personnes se décrivaient comme des contractuels. Donc, cette question-là, est-ce que les gens se sont projetés si j'étais fonctionnaire? Est-ce que les personnes qui ont répondu non, pas du tout, c'est parce qu'elles ne le sont pas? Ou alors parce que ce n'est pas ça qui me rend serein, le fait d'avoir un boulot toute ma vie, parce que je sais que je trouverai autre chose ailleurs. À ce stade-là, on ne peut pas réellement donner de sens à cette question-là. Voilà, c'est une des limites de la chose, en fait. Pour finir, les questions fermées qui étaient proposées, les temps d'échange et de travail collectif sont indispensables pour faire réussir mes élèves. Là aussi, les personnes devaient répondre si elles étaient tout à fait d'accord jusqu'à pas du tout d'accord. Et là, on retrouve quelque chose, au final, d'assez partagé, dans le sens où, oui, tout à fait, représente 55%, oui, plutôt, 36%, donc une très grosse majorité des enseignants estiment que le temps d'échange de travail collectif sont indispensables à la réussite. Pour finir, la dernière question, qui pour moi n'était pas une grande surprise au niveau des réponses. Pensez-vous que les mesures prises par le ministre de l'Éducation nationale depuis un an vont dans le bon sens pour vous aider à mieux vivre votre métier? La très grande majorité des enseignants ayant répondu estiment que non ou non, pas du tout. Voilà, sans grande surprise. Voilà. Sur les autres items, que l'on va voir après en détail, mais j'ai fait 2 diapositives sur des réponses qui ont fait des très fortes majorités et il n'y a pas beaucoup de réponses au final où il y avait de grosses majorités. Comme on a vu sur les questions fermées là, par exemple, sur le salaire, sur les décisions du ministère, où il y a des très grosses majorités qui sont dessus. Au final, dans les réponses proches de l'unanimité, c'est près de 90% qui indiquent se sentir bien au travail s'ils ont une charge de travail raisonnable et du temps pour le faire. C'est une question également voilà, qui fait l'unanimité et qui serait pour des gens lucides, une question de bon sens. 90% n'ont pas... Alors là, j'ai marqué « ne désirent pas d'aide pédagogique pour être efficace ». C'est lorsque l'on leur posait la question « qu'est-ce qui leur permettrait d'être efficace dans leur métier ?» Ils devaient cocher 3 réponses et ils n'ont pas coché cette réponse-là. Voilà, c'est-à-dire que ce n'était pas une des priorités pour eux d'avoir une aide pédagogique pour être efficace. Ce sont des professionnels, ils savent leur métier. En plus, on a vu qu'une grosse partie était plus de 50 ans. Donc, c'est des enseignants de carrière. C'est pour ça que je vous ai présenté les données sociométriques avant, parce que les résultats sont à voir en fonction de l'échantillon qu'on avait dès le départ. Voilà. Plus de 80% n'indiquent pas le besoin de locaux salubres ou de participer à leur aménagement. Là aussi, locaux salubres, je pense que si on demande à chaque personne dans la salle le degré pour dire que c'est salubre ou pas un local, on aura tous des réponses totalement différentes dessus. Et encore une fois, les gens n'ont pas dit « j'ai pas besoin, le local peut être insalubre, je m'en fiche ». C'est pas ça. C'est lorsqu'on leur a demandé pour travailler sereinement « qu'est-ce qu'il vous faut ?» Ils avaient 3 réponses à cocher, ils n'ont pas sélectionné celle-là. C'est donc pas une priorité pour eux. Des réponses qui ont apporté quand même une grosse majorité dans leur ensemble de questions. 73% des répondants souhaitent moins d'élèves pour être efficaces. Cela va de pair avec celle qu'on a vue avant, c'est-à-dire un travail raisonnable et le temps pour le faire. Sur la sérénité dans le travail, ce qui était majoritaire, c'est le climat scolaire apaisé et le soutien de la hiérarchie. Là aussi, rien de très nouveau au regard des nombreuses études qui sont faites dessus. Donc, au niveau des questions à choix multiples, là, vous voyez la question qui était posée. Il fallait qu'ils répondent, qu'ils choisissent 3
des questions présentées ici. Ils avaient la possibilité de rajouter « autre ». J'ai lu toutes les réponses « autres », je les ai recatégorisées lorsque c'était possible sur des choses qui étaient proches de ce qui était proposé. Voilà. Quand on dit avoir moins d'élèves et que la personne a coché « autre » en disant « j'ai trop d'élèves », j'en ai gentiment déduit que je pouvais le catégoriser dessus. Voilà. Donc là, ce que l'on voit sur cette question-là, qui portait sur les conditions suivantes, quelles sont celles qui, pour vous, sont les plus importantes pour vous sentir reconnu en tant qu'enseignant, on voit qu'en fait, il n'y a pas, entre guillemets, de grande unanimité sur cette question. On n'est pas sur des 70-80% qui a été coché. Les pourcentages sont plus de 100%, bien entendu, puisque les gens pouvaient cocher 3 réponses. Donc, voilà. Ça veut dire que 55,7% ont coché qu'on vous fasse confiance dans vos choix pédagogiques. Ce que l'on voit au niveau des statistiques, c'est-à-dire que j'ai fait des tests de corrélation pour chaque question avec les autres informations, j'ai tout croisé. Et là, ce que l'on voit, c'est en rouge quand c'est surreprésenté, en bleu quand c'est sous-représenté pour chaque question. En sachant qu'il faut vraiment les prendre avec précaution, l'échantillon est très biaisé. Et d'une façon générale, je n'avais pas assez d'effectifs pour que les règles statistiques de base puissent être validées. J'ai quand même marqué parce que c'est des tendances qui, s'il fallait faire une étude plus amplifiée sur ce questionnaire-là, pourraient être retravaillées pour aller être explorées. Donc, la reconnaissance des élèves, il y a clairement un fait du type d'établissement sur lequel on est. Si on est en élémentaire, c'est moins important. Si on est en lycée, c'est plus important. Cela va avec l'âge, de toute évidence, des élèves. Que vous soyez reconnu en tant que professionnel de l'éducation, il y avait une très nette surreprésentation des enseignants qui travaillent dans le supérieur. BTS, IUT, université, école d'ingé. Voilà. Que vous soyez respecté par les parents d'élèves, il y a une surreprésentation des femmes, de l'élémentaire. Attention, puisque ces 2 variables, on a vu, il y avait un biais, elles étaient déjà liées. Il y avait plus de femmes dans l'élémentaire. Donc, c'est normal, à chaque fois qu'on va retrouver les femmes, on va retrouver l'élémentaire jamais très loin et vice-versa. Et une forte corrélation en fonction de l'âge, effectivement, puisque les jeunes enseignants, les moins de 35 ans, ont été surreprésentés à cocher cette réponse-là. À la question, vous vous sentez bien au travail si vous avez donc une charge de travail raisonnable et du temps pour le faire, a été vraiment majoritaire, et les personnes qui s'étaient revendiquées de lycée professionnel et non pas juste lycée ont été également surreprésentées dans cette catégorie-là. Sur les autres, il n'y a pas énormément de corrélations qui se font dessus. Les moments où vous avez été serein dans votre métier, c'était parce que les conditions suivantes étaient réunies. Donc, on revoit les 70% exercés dans un climat scolaire apaisé. Et il y avait une suite à la phrase, pardon, que j'ai tronquée avec des organes de médiation. Et après, on voit que ça redescend très vite, 66, bénéficier du soutien de la hiérarchie. Et après, on arrive au seuil des 50%, c'est-à-dire qu'une personne sur 2 l'a coché au maximum. Avoir la confiance des parents de vos élèves, les enseignants dans le supérieur sont sous-représentés, ce qui peut sembler assez, entre guillemets, logique, dans le sens où ils ont moins affaire aux parents quand ils enseignent dans le supérieur que lorsqu'ils sont en collège, lycée ou élémentaire, bien sûr. À noter que quand les politiques éducatives s'inscrivent dans la durée, seuls 3,8% des gens l'ont coché. Donc, c'est clairement pas la chose principale de nos répondants qu'ils ont marqué. Avoir des perspectives d'évolution salariale n'est pas non plus quelque chose qui a la question les moments où vous avez été serein dans votre métier. Typiquement, on peut imaginer que les moments où vous avez été serein dans votre métier ont-ils connu des perspectives d'évolution salariale? C'est le vécu de chaque personne. Peut-être que certains pourraient dire, mais je n'ai jamais vu de perspective d'évolution salariale énorme, donc c'est pas ça qui a fait que j'ai trouvé de la sérénité dans mon travail. Vous voyez, c'est pas encore une fois, c'est des réponses induites, donc c'est la question qui prime.
C'est-à-dire que ce n'est pas les personnes qui ont dit ce qui est important pour que je sois serein, c'est d'avoir des politiques dans la durée. Certains vous diront, peut-être, j'ai jamais connu de politique dans la durée, sociale dans la durée, du coup, je ne peux pas savoir si ça me rend serein. D'accord? Au niveau des aspirations et besoins personnels sont pris en compte. Pas de surprise, bénéficier d'un aménagement de votre fin de carrière et le plus haut score. C'est représenté chez les plus de 50 ans qui étaient majoritaires dans notre échantillon. Donc, on revient sur l'échantillon, comment il est construit et qui provoque les résultats que l'on a. Hein. Donc, aider en cas de difficultés psychologiques et ou physiques à un taux très proche au final, puisqu'il est de 62%, il est partagé par l'ensemble de la population par contre. Être accompagné dans une reconversion ne cumule que 30%, mais est surreprésenté chez les enseignants qui s'étaient revendiqués des lycées professionnels. Au niveau des conditions à réunir pour être efficace avec vos élèves, moins d'élèves en classe, comme je vous le disais, a été quelque chose de très ciblé, avec une sous-représentation dans le supérieur. Puisque dans le supérieur, si on est en BTS, les promos sont moins fluctuantes puisque c'est des recrutements, donc ils choisissent plus les effectifs. Dans le supérieur, ce n'est pas les mêmes modalités d'enseignement. Et d'une façon générale, dans le supérieur, les étudiants sont plus autonomes, plus sélectionnés que dans le lycée, collège ou élémentaire. Les moyennes d'une inclusion scolaire réussie à un taux de 46% des personnes qui l'ont coché, puisqu'on voit qu'une fois qu'on est passé au niveau du nombre d'élèves sur cette question, il n'y a pas de réponse qui atteigne 50%. Donc, on est sur une question qui est beaucoup plus hétérogène dans le public. Les moyennes d'une inclusion scolaire réussie, c'est les femmes et l'élémentaire. Encore une fois, c'est une population très liée, donc ce n'est pas les deux items, ils sont liés dès le départ. Cela vient également du fait de la logique d'inclusion qui est faite au niveau scolaire et avec une mise à disposition des ULIS et autres dans les collèges où les enseignants sont moins confrontés à ces problématiques, je pense. Et c'est les enseignants de lycée sont sous-représentés sur la notion d'inclusion, je pense également, puisqu'ils sont moins confrontés à ces publics, puisqu'il y a des systèmes d'orientation qui sont faits en amont. Une organisation de travail favorable au travail collectif et collaboratif, on retrouve de façon sous-représentée les femmes et l'élémentaire. Encore une fois, les femmes sont surreprésentées dans l'élémentaire, donc c'est cumulé. Et une surreprésentation dans le supérieur. Voilà. Tout le reste, après, se répartit de façon assez homogène. Je vérifie. Oui, c'est bien ça. Il me manque. Alors, vous avez quoi? Ouais, c'est bon. C'est sur mon diapo que ça a bougé. C'est bon. Voilà, la dernière question du questionnaire était une question ouverte. La question posée à votre niveau. Quels sont les points sur lesquels vous pourriez agir pour améliorer les conditions de travail? C'était une question ouverte. Je tiens à remercier les personnes qui ont fait le questionnaire, puisqu'il y a un taux de 101 questionnaires qui a retourné la question ouverte, qui a fait l'effort de remplir, ce qui, pour avoir travaillé sur énormément de questionnaires, est très rare. On est à 2/3 des personnes qui ont répondu à la question ouverte finale, qui était optionnelle. C'est plutôt rare comme taux de réponse, ce qui montre l'engagement des personnes qui ont répondu aussi. Ces 101 réponses, je les ai traitées avec des outils qui sont mon quotidien de travail, qui sont des outils de statistiques textuelles. Je ne vais pas vous faire une séance dessus. On n'est pas intéressé par ça de suite, mais donc toujours est-il que c'est des outils que j'utilise sur des très grandes masses de données, qui ici sont une réponse avec beaucoup de réponses courtes. La réponse que j'ai la plus commune et la plus stable, c'est aucun. Voilà.
Faire des statistiques sur un seul mot, les outils que j'utilise, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Là, vous avez un des graphes qui représente en fait les genres de traitements que je fais et dont je me sers pour après aller naviguer. Et j'ai relu, du coup, toutes les réponses qui ont été données ont été relues, ont été catégorisées par moi-même pour le coup. À savoir que dans les réponses, il y a eu une ambiguïté. Dans la question, c'est à votre niveau. Certains enseignants ont répondu à mon niveau, qu'est-ce que moi je peux faire sur mes propres petites épaules, avec mes propres petits bras pour améliorer ça, ma condition de travail. D'autres ont répondu, qu'est-ce que l'institution pourrait faire, qu'est-ce que le monde pourrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait faire en général. Voilà, comme chaque réponse, comme chaque question ouverte, on a toujours une variation là-dessus. Toujours est-il qu'entre 10 et 15% des réponses ne voient pas de moyens à leur échelle. Dans les personnes qui ont réellement répondu à mon échelle, ce que moi, en tant qu'enseignant individuel, qu'est-ce que je peux faire, beaucoup répondent rien. La réponse, comme je vous disais, aucun est très répandue. Ils répondent de ce genre de choses. Ce n'est pas en mon pouvoir. Aucun, nous sommes pieds et poings liés et bouche bée. J'ai déjà tout entrepris pour cela. La balle n'est plus dans mon camp. C'est-à-dire qu'il y a une partie des personnes qui, entre guillemets, sont résignées à accepter ce qui se passe et ne voient plus de moyens, eux, d'agir. Une autre partie des réponses, en plus de ces 10-15%, vont plus loin en disant « moi, je ne peux rien et ce n'est pas à moi de le faire ». Là, je vous ai mis des extraits. Il est impossible à l'échelon personnel de remédier à des fonctionnements institutionnels et systématiques. C'est à ces niveaux-là qu'il faut agir. L'action syndicale n'est pas à moi d'améliorer mes conditions de travail, mais au gouvernement et au ministère. Donc, ils vont cibler, j'ai d'autres réponses qui vont dire le nombre d'élèves, je ne peux pas le bouger, le programme scolaire, je ne peux pas le bouger. Enfin, voilà, qui listent toutes les choses qu'ils subissent, entre guillemets, et qui veulent... Voilà, et sur lesquels ils ne peuvent rien faire. Le reste du discours va se situer en 4 thématiques vraiment redondantes, on va dire, structurantes dans le discours. La question du temps, de la gestion du temps dans la classe, hors de la classe, du temps personnel, de l'organisation des différents temps pédagogiques va revenir. Mieux programmer les plages de travail hors temps de classe, former des projets d'équipe, éviter les classes à examen pour profiter d'une plus grande liberté pédagogique en termes de temps et de choix d'œuvres à étudier. Là, on est bien en fait dans ce que la personne peut faire pour améliorer sa condition de travail. Instaurer de plus de moments en classe inversée, choix d'une pédagogie aménagée, du temps de travail, du lieu de travail, mais pour cela, il faudrait avoir du temps pour discuter des moyens. Dans une grande partie des réponses, le périmètre de la classe est clairement vu comme un des leviers d'amélioration ou de pouvoir d'agir, plus que celui de l'établissement ou du rectorat ou autre. En même temps, c'est normal, ce sont toujours des réponses qui, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire eux avec leurs bras pour améliorer. Il faudrait donc soit alléger les classes à 36, 37 ou dédoubler davantage, même si là, ils ne peuvent pas agir, c'est l'échelon de la classe qui prime en tout cas. Être force de proposition dans mon établissement afin de mettre en place de nouvelles pédagogies, exemple classe flexible, obtenir des dédoublements de cours, individualisés chez les élèves, pratique également d'autres témoignages qui en fait nous indiquaient qu'est-ce qu'ils mettaient en place dans leur métier, dans leur cours, pour y retrouver en fait du sens et du plaisir, je pense. Là, typiquement, c'est les reconstitutions historiques et militaires en classe. Le travail collectif est également mis en avant. C'est un élément qui est structurant dans le discours des moyens d'agir. Le travail en équipe, cohésion au sein de l'équipe enseignante et travail en partenariat avec la mairie et les représentants des familles intervenants. C'est-à-dire que là, j'ai mis cet extrait parce qu'il n'est pas majoritaire que l'on aille au-delà de l'équipe enseignante, de l'équipe du collège ou lycée. On va avoir parfois les CPE qui reviennent, l'infirmière scolaire, d'autres personnes comme ça. Et là, ça va directement avec la mairie, avec d'autres organes que l'établissement. Il y a beaucoup de réponses lorsqu'on parle du travail d'équipe qui sont connotées négativement.
Là, tirer au loto du mouvement en une équipe qui travaille réellement ensemble et dans laquelle chacun respecte honnêtement les autres. C'est-à-dire que lorsque le travail en équipe est désigné comme pouvoir d'agir, il est souvent connoté que la situation actuelle, ça ne marche pas. Je vais trouver des collègues qui savent travailler en équipe. Arrêter de se tirer dans les pattes et la compétition entre collègues. Tout ça, c'est pour moi du travail d'équipe, mais connoté négativement en fait. Ils n'en sont pas à dire pour m'améliorer, je vais aller voir mes collègues et on va mettre en place, mais ils regrettent en fait de ne pas pouvoir le faire dans les équipes dans lesquelles ils sont. Voilà. Voilà, limiter la rivalité et favoriser la collaboration entre collègues est une connotation plutôt négative dans le travail d'équipe à l'heure actuelle des enseignants. Enfin, la dernière thématique structurante, minoritaire, mais structurante, quand même, qui revient réellement, c'est les notions de surcharge de travail et investissement, voire surinvestissement dans le travail qui impacte la personne, en fait. Réduire le temps consacré à mon travail, actuellement 60 heures par semaine. Je vais avoir également beaucoup de verbatim qui vont dire le surinvestissement qu'il y a, le fait de réduire le temps de travail qui envahit mon temps personnel avec ma famille, où j'ai plus le temps d'aller de m'occuper de mes enfants ni rien. Je vais également avoir des personnes qui vont dire que prendre moins à cœur mon métier, prendre de la distance avec mon métier parce qu'il m'envahit la charge mentale qu'il y a dessus ou autre, et les impacts que cet investissement-là coûte à la personne. Je ne suis même plus en état de prendre soin de moi, je ne suis donc plus en état d'agir pour le bien commun. La fatigue est un des éléments qui revient de façon structurante, et la fatigue est toujours mise en adéquation avec le temps du travail, avec l'investissement de la personne. Avoir plus de temps pour la vie personnelle, diminuer les corrections, diminuer le temps de rédaction et les autres dossiers qui est PRE, passerelle, prendre moins à cœur mon métier. On va retrouver ça. Certains vont jusqu'à dire alléger le temps de préparation de mes cours, alléger le temps de copie, donc réduire la qualité de mon enseignement. Puisqu'il y a pour certains la variation que c'est le temps qu'ils mettent, l'investissement qu'ils ont, sont de fait les critères de qualité de leur enseignement. Et c'est tout pour l'analyse que j'ai pu faire. Voilà, merci pour votre attention. On a quelques minutes là pour les questions. Je voulais juste faire une précision avant de continuer, que vous posiez les questions. Ce questionnaire, c'est moi qui l'ai créé. Je l'ai retravaillé avec Yvette Porta et Guy Gomez, deux administrateurs de la Caisse. Puis ensuite, je l'ai soumis à Madame Lantôme. On a retravaillé sur les questions et on a retravaillé avec le GREP. Donc, et également, tout ceci a été réalisable grâce à l'UNCME, l'Union nationale et crédit mutuel enseignant, qui a très largement subventionné cette journée, ainsi que le CME de Pau et le CME de Toulouse. Voilà, merci. Merci. Du coup, je comprends mieux pourquoi les Pyrénées-Atlantiques étaient très présentes dans le questionnaire. Il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez pu évaluer dans ce questionnaire les gens qui étaient syndiqués des autres? Quel est le pourcentage de syndicalisation dans le milieu enseignant actuellement? Et dans les gens qui sont intervenus là, avez-vous une idée? C'est une question qui n'était pas posée. Voilà, c'était une question qui n'était pas posée et je n'ai pas de moyen d'extrapolation. Sur la partie verbatim, puisque je les ai tous lus, le syndicat, lorsqu'il apparaît, c'est clairement pour dire c'est pas à moi d'améliorer ma condition, c'est au syndicat. Voilà. C'est quand il tire en touche en disant l'institution au sens pluriel. Voilà, le ministère, le syndicat, c'est à eux de faire en sorte, c'est pas à moi de changer mon travail, quoi. Voilà. C'est les seules informations que j'ai sur le syndicat et les seules fois où c'est apparu, c'était vraiment ça.
Oui, oui. Il y a quelqu'un. Ah bon. Pourquoi les collèges apparaissent si peu dans vos résultats? J'ai pas de réponse, malheureusement. C'est ce que je disais, je connais très peu le tissu du GREP, en fait, et du Crédit Mutuel Enseignant pour pouvoir vous dire si les variations que j'ai trouvées dans les présentations des statistiques ont une raison dans la population sondée ou ont une raison sur la diffusion du questionnaire, peut-être. J'ai pas de réponse dessus, malheureusement. J'ai pas d'informations. Voilà, faudrait, je pense, aller chercher pour voir dans le nombre de personnes affiliées au GREP, sur les listes de diffusion, tout ça, s'il y a déjà dans l'échantillon mère, en fait, la population mère, s'il y a déjà une répartition qui est biaisée, quoi. Mais j'ai pas cette information-là. Voilà. Oui, merci. Je veux dire quelque chose qui va peut-être enfoncer une porte ouverte, mais j'ai l'impression, à regarder ce que vous nous avez dit, que même si on fait partie de même corps, l'éducation nationale, on est tous professeurs, il y a quand même une séparation entre ce qui relève de l'élémentaire et ce qui relève peut-être collège, lycée, etc. On a l'impression qu'il y a vraiment deux métiers qui se vivent un petit peu différemment quand même. Tout à fait. Tout à fait. L'élémentaire et femmes. À chaque fois, je vais revenir dessus parce que voilà, c'était vraiment un biais de la population dès le départ, quoi. Et à chaque fois, élémentaire, c'est une des corrélations, l'établissement qui fait les réponses dessus. Après, c'est entre guillemets légitime. L'enseignant d'élémentaire fait, j'ai plein d'enseignants dans mon entourage qui disent, oui, mais moi, je ne suis pas comme en collège, je ne suis pas comme en lycée. Moi, je fais classe. Je fais la classe. Je la fais toute la journée. J'ai ma classe, mon groupe, toute la journée sur toutes les disciplines. Et typiquement, une des réponses sur le travail en équipe, qui soit moins prioritaire qu'en collège, lycée, c'est entre guillemets légitime. Je ne dis pas que les enseignants d'élémentaire ne travaillent pas en équipe. Bien sûr qu'ils travaillent énormément en équipe. Mais ils ont leur classe sur toutes les disciplines. Ce n'est pas la même dynamique qu'un enseignant de collège qui a la classe 2 heures par semaine et qui doit composer avec les autres enseignants aussi sur les groupes classes, quoi. Donc, il y a quand même un gros décalage là-dessus. Après, ça confirme toutes les études qui ont été montrées sur les représentations professionnelles, sur le rapport au métier ou autre. Le métier d'enseignant en élémentaire n'est pas vécu de la même façon, n'a pas les mêmes besoins, n'a pas les mêmes, parce qu'ils n'ont pas les mêmes recours non plus. Ce sont les mairies qui, là, quand la personne dit travailler également avec la mairie, c'est un ou une enseignante du secondaire, de l'élémentaire, pardon. Mais parce que c'est la mairie qui gère l'école. Et quand ils ont besoin de matériel ou autre, c'est la mairie qui vont voir. Donc, ils n'ont pas le même métier aussi. Voilà. Oui, moi, c'est simplement une remarque que je vais exprimer maintenant. C'est que quand au GREP, j'ai commencé à entendre parler qu'il y aurait un sujet sur le malaise. Ils utilisaient le mot malaise des enseignants. Et moi, j'avais eu l'impression que c'était un petit peu des gens râleurs, qu'on allait regrouper, qu'on allait faire parler des gens qui disent sans arrêt des critiques sur l'enseignement. Et autour de moi, j'avais pas mal d'amis qui étaient enseignants et je me disais, je vais leur faire passer le questionnaire, mais ils étaient retraités, donc ça ne les concernait pas. Mais j'ai quand même vu les questions, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et avec les résultats que vous avez présentés, il n'y a pas du tout cette atmosphère d'enseignants râleurs. Et bon, j'ai été agréablement surprise des réponses qui semblent que les enseignants ont une vision très positive de leur travail et j'en suis très contente. Alors, je vous rejoins, merci beaucoup, et je vous rejoins tout à fait là-dessus. À savoir que là, je ne l'ai pas présenté parce que le modèle statistique sur lequel reposent certains types de traitements sur l'échantillon était vraiment très restreint et il était vraiment pas viable. Donc, je me suis autorisée à montrer des tendances surreprésentées, sous-représentées. Mais par contre, normalement, sur les questionnaires, je fais des traitements multidimensionnels qui, du coup, prennent l'ensemble de toutes les réponses et les traitent avec des outils d'AFC et compagnie pour faire des profils types
Et dans les profils types, on trouve toujours le profil très pas content, le profil très content, et ça nous donne des quotas. Je les ai fait passer, les questionnaires, j'ai essayé de voir si c'était exploitable. Il y avait vraiment trop de variabilité et très peu, au final, de choses pertinentes à montrer, donc j'ai choisi de ne pas le faire. Mais par contre, la catégorie très pas contente, quels que soient les critères, quels que soient les modalités, les questions que je prends ou autres, et tous les critères que je peux faire, elle n'a jamais dépassé le 12%. C'est-à-dire que les vraiment trop pas contents, quand je donne des cours de statistiques, je les appelle les schtroumpfs grognons. Parce que, voilà, parce que c'est ma génération, regardez les schtroumpfs. Les étudiants ne regardent plus, donc ça rigole pas forcément toujours, mais bon. Les schtroumpfs grognons, ils ne sont pas à plus de 12%. Voilà. C'est vraiment le grand maximum sur les paramètres. Quand ils se réunissent, ceux qui ne sont jamais contents de rien, je ne les ai pas à plus de 12%. Oui, juste la dernière question, simplement, et ce sera très court. Merci d'abord pour votre travail, parce que ce n'était pas simple vu le laps de temps que vous avez consacré à ça. La question que j'aimerais vous poser, elle est purement globale. Vous avez parlé de 168 répondants. J'aimerais au départ, simplement parce que ça peut-être été précisé, combien de questionnaires ont été, enfin, combien de personnes ont été contactées réellement sur l'ensemble de la France par rapport à ça? Alors, c'est 158 répondants, et le nombre d'abonnés? Par rapport à ce questionnaire, il a été envoyé par les caisses de crédit mutuel enseignant à tous les enseignants, clients des caisses, puisque c'est une journée qui a été menée. Ça a été envoyé aux 4800 adhérents du GREP. Moi, je l'ai même fait circuler via mon syndicat, qui a accepté de le faire passer. Et donc, toutes les caisses de Crédit Mutuel de France l'ont fait passer, et par différents biais, puisqu'on a des clients qui sont à l'INSPE. Donc, il y a eu énormément de diffusion de ce questionnaire. Donc, je remercie Madame Loubert pour son travail et son analyse. Et nous allons donner la parole à Madame Françoise Lantôme, professeure émérite de l'Université de Lyon, qui va nous faire part de sa recherche sur les conditions du métier d'enseignant. Bonjour à tous, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci aux organisateurs pour leur invitation. Et bonjour à tous ceux qui sont à distance et qui prennent sur leur temps de loisirs pour réfléchir aux questions que nous sommes en train de discuter. Je vais essayer de réfléchir avec vous à la question de la spécificité du métier d'enseignant, puisque c'est ce qu'on m'a demandé. Et on va voir que ça recoupe en partie des éléments du questionnaire et des réponses au questionnaire, que j'ai découvert en même temps que vous, hein, et qui peuvent nous aider à comprendre un peu l'état du métier actuellement. Alors déjà, une petite remarque, c'est que je vais plutôt questionner la question de la spécificité, hein, plutôt que de la prendre comme un allant de soi. Je me pose la question, mais qu'est-ce qui est vraiment spécifique dans le métier d'enseignant? Alors j'ai commencé, je vous dirai hein, quand il faut passer là, c'est pas tout de suite. J'ai commencé par m'interroger sur qu'est-ce qui ressort dans mes enquêtes ou d'une façon générale sur ce qui est spécifique. Alors pour cela, je rappelle quand même, oui, parce que tout le monde ne le sait pas, bien sûr, c'est normal, que j'enquête depuis la fin des années 90 sur le travail des enseignants, sur les évolutions du métier, et que c'est du coup, j'ai un corpus extrêmement nourri d'entretiens, d'enquêtes de différents types, d'analyses quantitatives, qualitatives, et sur une durée assez longue, avec des enquêtes qui ont eu lieu surtout dans le secondaire, mais aussi en primaire, notamment pour la dernière que j'évoquerai un peu plus longuement. Donc, c'est de ce point de vue-là que je vais aborder la question. Non, pas encore. Donc, la spécificité du travail enseignant a à voir aussi avec les énigmes qu'il y a autour de ce métier.
Alors, par exemple, il y a une énigme qui me frappe à chaque fois parce que je la retrouve dans pratiquement toutes les enquêtes. C'est comment se fait-il que les réformes successives qui sont faites au nom de l'amélioration du système éducatif, de l'amélioration de la réussite des élèves, comment se fait-il qu'elles soient perçues et vécues plutôt comme des empêchements à bien travailler par les enseignants, voire même comme contre-productives, on pourrait dire, quant aux objectifs visés. La deuxième énigme, c'est à propos d'une critique récurrente qu'il y a à propos des enseignants dans l'espace public, beaucoup dans les médias. Ce serait intéressant d'ailleurs de s'intéresser à comprendre pourquoi les journalistes ont une vision souvent si négative du travail des enseignants. Il y aurait une enquête à faire auprès des journalistes pour comprendre leur relation à ce métier. Et une des critiques qui revient souvent, c'est l'immobilisme. Les enseignants seraient caractérisés par un certain immobilisme, une réticence à changer, une espèce de misonéisme même, un goût excessif du passé. Et cette affirmation qu'on trouve dans l'espace public est complètement démentie par les enquêtes qu'on peut faire auprès des enseignants. Et quand on regarde l'histoire du système éducatif, avec une accélération des réformes, du nombre, de leur variété, avec une transformation du métier qui est impressionnante et qui ne cesse d'être en cours, avec des inventions au quotidien des enseignants. Donc ça, c'est aussi une espèce d'énigme, le décalage qu'il y a entre la perception extérieure du métier et la façon dont il est mis en pratique par les enseignants. Alors, qu'est-ce qui est spécifique? Moi, j'ai retenu 6 caractéristiques qui reviennent régulièrement de la part des enseignants ou de leur entourage quand on parle de leur métier. Après, je m'interrogerai pour voir si c'est vraiment spécifique. Et la dernière partie, ce sera pour les mettre en relation avec les difficultés ou pas des enseignants. Alors, le premier point, ce qui est spécifique, c'est qu'il y a une relation avec des élèves dans le cadre d'une institution. Bon. C'est effectivement la situation dans laquelle se trouvent les enseignants, avec des élèves ou des étudiants. Deuxième point spécifique, ils travaillent à partir de savoirs et sur des savoirs en visant la transmission, l'apprentissage des élèves et d'une façon plus générale, la formation civique et professionnelle. Donc, ce serait spécifique. Troisième point, il y a une difficulté dans leur métier à connaître et à maîtriser l'effet de son action. Un enseignant peut avoir du mal à dire si effectivement son activité est efficace, son action est efficace ou pas dans l'immédiat, au rythme des évaluations. Il peut bien évidemment dire si tel élève réussit bien ou pas, mais sur l'efficacité à plus long terme, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce que c'est spécifique? Quatrième point, qui est relativement fréquemment évoqué, c'est l'autonomie relative tout de même des enseignants dans l'organisation de leur propre travail. Alors, pour le comprendre, cette autonomie, elle fait beaucoup d'envieux, en fait. Elle est souvent critiquée, et quand elle est critiquée, c'est souvent sous la forme aussi un peu d'une jalousie à l'égard des enseignants qui auraient une autonomie dont d'autres métiers ne disposeraient pas. Mais cette autonomie, est-ce qu'elle est spécifique? Et puis, est-ce qu'elle ne devient pas de plus en plus contrainte?
5e point, il ressort souvent aussi des représentations à propos du métier d'enseignant, le fait qu'il est marqué par l'isolement des enseignants, voire leur individualisme. C'est souvent associé d'ailleurs avec l'énigme dont je parlais tout à l'heure sur l'immobilisme qui caractériserait les enseignants. Enfin, 6e point qui ressort, c'est un manque de reconnaissance dont souffrent les enseignants, voire une souffrance au travail. Alors, le manque de reconnaissance est perceptible d'ailleurs dans le questionnaire qu'on a vu tout de suite. Alors, la question, c'est est-ce que tout cela est vraiment spécifique? Si on prend l'essentiel de ces caractéristiques, en fait, ils sont propres au métier de relation à autrui. Si on prend des métiers comme les infirmières ou tous les métiers du soin, ils sont proches de ces caractéristiques. Ils ont des relations avec, pas des élèves, mais avec des patients. Ils se situent dans une institution pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux. Ils travaillent à partir de savoir et maintenant on donne pour mission aux soignants d'avoir une action en termes de transmission de savoir auprès des patients pour que les patients puissent être autonomes dans la gestion de leur santé. Il y a tout le secteur de l'enseignement, de la formation non scolaire qui concerne des métiers qui également sont des métiers de relation à autrui. Et le propre des métiers de relation à autrui, c'est qu'ils ne se laissent pas définir par des tableaux Excel. Et qu'il y a toujours quelque chose de raté quand il y a la volonté à un certain niveau de la structure de l'institution de faire rentrer l'activité la plus concrète, la plus ordinaire, et de la piloter via des tableaux Excel. Parce que l'humain ne se limite pas. D'abord, il est très variable. Ce n'est pas une boîte de petits pois. Et que l'humain ne peut pas être contrôlé. C'est ça surtout. C'est cette espèce de désir de contrôle sur la production, sur la façon de faire, qui n'est pas adapté au travail des enseignants. Donc ça, c'est le propre des métiers de relation à autrui, et le métier d'enseignant est un métier de relation à autrui. Alors, quant au métier ayant pour mission la transmission des savoirs, on a vu que ce n'était pas seulement à l'école. Eh bien, on peut prendre l'exemple aussi des éducateurs sportifs. Ils ont une dimension de transmission des savoirs dans leur activité. On voit que donc cette fonction n'est pas spécifique au métier d'enseignant. L'autonomie dans le travail est plus ou moins grande, mais il y a de l'autonomie aussi dans d'autres métiers. Quant au manque de reconnaissance, on sait que c'est un des mâles les plus répandus dans le salariat français actuellement, et donc ce n'est pas non plus vraiment spécifique au métier d'enseignant. Alors malgré tout, j'insiste quand même là-dessus parce que à trop dire que le métier est spécifique, on a du mal à voir comment les évolutions du métier sont ancrées dans des évolutions plus larges. Et parmi ces évolutions plus larges, il y a par exemple le fait que dans les entreprises privées, et plus tardivement ou plus récemment, on pourrait dire dans les services publics, il y a eu le développement du pilotage par les objectifs, par exemple. Le pilotage par les objectifs qui a abouti à éloigner ceux qui pilotent de ceux qui font le boulot, du bout de la chaîne en quelque sorte. Et ça, c'est un phénomène que l'éducation a connu plus tardivement. Et voilà, ça y est, maintenant, le système éducatif est concerné aussi par ces dimensions. Donc, prendre en compte ce qu'il y a de commun à différents métiers permet de se rendre compte qu'il y a des évolutions structurelles de la société, des politiques publiques qui concernent pratiquement tous les métiers, qu'il s'agisse du public ou du privé. Alors, ceci dit, je pense qu'il y a quand même quelques spécificités
que je vais essayer d'expliciter. Pour moi, ce qui est le plus spécifique du métier d'enseignant, mais en même temps, tous les métiers ont cette spécificité, c'est ce que Yves Clos appelle le genre professionnel. Le genre professionnel, c'est l'épaisseur du métier. Comment il s'est construit historiquement, comment il a construit ses règles de fonctionnement, comment il a produit ses propres ressources, ses propres normes professionnelles. Donc, le genre professionnel, c'est à la fois l'histoire, mais c'est aussi une histoire revisitée à travers les pratiques quotidiennes. Car un métier qui n'évolue pas, c'est un métier qui meurt. Dans l'histoire du travail, il y a beaucoup de métiers qui ont disparu. Si on regarde depuis le XVIIIe siècle, par exemple, énormément de métiers ont disparu. Le métier d'enseignant, lui, continue justement parce que le genre professionnel a su se renouveler au cours de son histoire et continuer à constituer une ressource pour les enseignants. Cet ensemble de façons de faire, de façons de penser, de façons de dire, qui est partagé par un groupe professionnel. Chaque métier a son genre professionnel, mais le genre professionnel des enseignants est spécifique aux enseignants. Deuxième élément qui me semble assez spécifique du métier d'enseignant, c'est l'avalanche de réformes et d'injonctions auxquelles sont soumis les enseignants. Quand on regarde depuis les années 80, si on devait donner une image du nombre de textes et du nombre de pages des textes officiels formulant des injonctions à l'égard des enseignants, on aurait dans les années 80 une petite pile comme ça et maintenant une pile comme ça. Parce que tout le monde s'y met en plus. Non seulement il y a les injonctions institutionnelles, mais il y a les injonctions des collectivités locales, des collectivités territoriales. Alors, on a parlé de la mairie pour le primaire, mais il y a les départements et la région pour le secondaire. Et puis, il y a aussi des prescripteurs indirects. Et il y a tous les « il faut que », tous les penseurs, les essayistes qui sont persuadés d'avoir la solution pour que le système éducatif soit tout à fait efficace et bienveillant et un lieu d'épanouissement à la fois pour les élèves et pour les enseignants. En France, nous avons pléthore de personnes qui disent « il faut que ». Il faut que, sans bien connaître souvent la réalité du métier en fait. Donc, cette avalanche d'injonctions, de réformes font que le métier a beaucoup changé. Et c'est aussi peut-être ce qui est réellement spécifique de ce métier. L'autre point aussi, c'est que les enseignants ont affaire à des décideurs au plus haut niveau politique qui ont une méconnaissance du métier qui est quand même assez stupéfiante et une méconnaissance des résultats de la recherche assez étonnante. Ce sont des gens éduqués, mais qui n'ont pas fait des études sur l'éducation. Je vois que sur la table d'accueil, il y a l'article, l'interview du ministre actuel, M. Attal, qui propose de remettre en place des groupes de niveau. Les bras en tombent. C'est une vieille recette qui a été testée, étudiée, qui a été évaluée comme négative, comme ayant des effets de fabrication de disparités scolaires encore plus grandes. Ça, je veux dire, n'importe qui un peu au courant et au fait des résultats de la recherche le sait. Alors, qu'est-ce qui fait que des personnes aussi, qui se pensent en tous les cas très, très intelligentes et très bien informées, en arrivent à proposer des réformes de cette sorte? On ne peut pas leur faire seulement le procès d'une incompétence.
c'est qu'il y a d'autres objectifs, sans doute, derrière ce genre de proposition. Mais au-delà de cette proposition de l'écume des jours, on peut dire, il y a d'une façon générale une grande méconnaissance chez les responsables politiques du quotidien de l'enseignement, avec des représentations aussi assez datées souvent. L'autre point caractéristique aussi du métier d'enseignant, c'est que tout le monde prétend le connaître. Tout le monde prétend le connaître, mais souvent, on oublie de demander leur avis à ceux qui le font. Et ça montre à la fois à quel point l'éducation est centrale et l'école est centrale dans la société française. Il faut rappeler que l'école est un des piliers du système républicain, puisque dans l'histoire de la République, l'école est censée former les citoyens qui ensuite contribuent à la démocratie et à la République. Donc, il y a une étroite symbiose entre République et école, entre projet politique et école. Et c'est ce qui est spécifique, c'est que les enseignants ont un métier qui contribue à un projet politique, qu'ils en aient conscience ou pas. Et cette contribution à un projet politique, qui est dès le départ le projet républicain, qui a été suivi par les lois Ferry et autres, montre des visées qui sont actuellement de plus en plus divergentes dans la société. Et c'est ce qui caractérise aussi le métier, à savoir qu'il y a non seulement au niveau politique, mais y compris dans la société, le débat permanent sur quelle serait la bonne école. Et la plupart du temps, les parents d'élèves particulièrement répondent à cette question en fonction de leurs propres attentes et en fonction de leurs projets pour leur enfant. Donc, on est dans une situation actuellement où les divergences concernant les attentes, les conceptions et les visées de l'école sont très fortes et il y a peu d'espace pour parvenir à les limiter, à les réduire, on pourrait dire. Tout fait débat concernant l'école, les programmes, les habits, l'évaluation, l'autorité, enfin, tout fait objet de débat et la France est particulièrement forte pour ça. Et puis, il y a des projets politiques antagonistes concernant l'école, avec des conceptions de l'école qui sont, certaines sont fondées sur ce qui serait bien pour l'école, c'est la concurrence, c'est la notion de concurrence qui est au fondement de ces théories, et puis d'autres qui, au contraire, disent ce qui est important, c'est la coopération, c'est pas la concurrence, pour faire progresser tous les élèves et la coopération entre établissements, etc. Donc, il y a des divisions importantes qui ne datent pas d'aujourd'hui, qui se sont cristallisées dans les années 80, mais qui restent assez structurants des débats sur l'école. Alors, ceci a des conséquences sur le métier. Pourquoi? Parce que d'abord, les enseignants sont amenés à répondre à des attentes extrêmement contradictoires entre les parents qui veulent, dès la maternelle, préparer leur enfant aux classes prépa et ceux qui veulent avant tout que l'école soit bienveillante à l'égard de leurs petits. Vous voyez qu'il y a des tiraillements et des attentes à l'égard des enseignants. Ça entraîne donc de la conflictualité. Et la résolution de ces divergences pourrait se faire de différentes façons. Actuellement, elle se fait essentiellement de deux façons. La première, c'est par une tentation d'autoritarisme qu'on a connue assez fortement avec le précédent ministre, qui a eu une politique beaucoup plus autoritaire à l'égard des enseignants, de contraintes, et aussi une tendance à augmenter les dilemmes auxquels les enseignants ont affaire au quotidien dans leur travail. Parce que tous ces débats se transportent dans la classe, se transportent dans leur travail, dans le choix des cours, dans le choix des supports d'enseignement, etc.
Donc, cette conflictualité, ça peut être avec les parents aussi. Et enfin, dernier point, non, avant-dernier point de ce qui est spécifique, c'est la dégradation du service public. Alors, ce n'est pas le seul service public qui se dégrade, puisqu'on sait que l'hôpital est un autre service public qui se dégrade forcément. Mais cette dégradation, alors bon, il y a des chiffres qui sont bien connus sur la diminution du nombre de, contrairement à ce qui est dit souvent, hein, la diminution du coût des élèves, par exemple, par élève, hein, et puis des inégalités très fortes entre un élève en classe prépa ou un élève en lycée professionnel. Ça n'a pas du tout le même coût. Et en tous les cas, l'État, la nation ne donne pas les mêmes moyens aux uns et aux autres. Il donne beaucoup plus aux élèves de classe prépa aux élèves de classe prépa qu'aux élèves aux étudiants d'université et aux élèves de classe prépa qu'aux élèves de lycée professionnel, par exemple. Et la dégradation se traduit aussi dans la santé des enseignants. Et vous pouvez passer là. Je vous montre une enquête sur les risques psychosociaux qui a été publiée par l'ADEPE et qui me semble intéressante. On est toujours sur la spécificité parce que c'était une enquête chez les cadres. Donc, pas seulement chez les enseignants. Et ça permet de positionner les enseignants par rapport aux cadres en France à la date de l'enquête qui est 2013. Donc, il y avait un grand nombre de répondants. Sur les 11 200 et quelques répondants, il y avait 1450 enseignants du primaire et du secondaire. Alors, ce que j'ai retenu de l'enquête, c'est ce que cela dit sur l'intensité et la complexité du travail, d'abord. Ce qui ressort, c'est que les enseignants du premier degré ont des réponses vraiment un peu à part par rapport aux autres, surtout les moins de 30 ans, qui déclarent le plus subir de contraintes de temps et de pression dans leur métier. Ils sont plus exposés à l'intensité et à la complexité du travail. Alors, on peut penser que c'est un effet de l'âge, de l'ancienneté. Ils sont novices et ça peut accroître le sentiment d'intensité et de complexité du travail. Mais je vous parlerai ensuite de l'enquête, une des dernières enquêtes que j'ai faites sur les enseignants de plus de 50 ans, et en fait, je retrouve ça. Deuxième élément dominant, c'est sur le manque de soutien hiérarchique. Plus de 30% des enseignants ne sont pas ou peu d'accord avec l'item. Les personnes qui évaluent mon travail le connaissent bien. C'est l'écart, le décalage dont je parlais entre ceux qui prescrivent et ceux qui font le travail. Et cet écart est dommageable, en fait, pour le métier. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de comparer avec les cadres non enseignants qui, eux, sont 23% à penser que les personnes qui évaluent mon travail le connaissent bien. Donc, ça veut dire qu'il y a une immense majorité d'enseignants, ou de cadres d'ailleurs, qui estiment que ceux qui évaluent leur travail ne connaissent pas leur travail. Ce qui est tout de même un peu problématique. Autre élément de résultat, l'indice moyen d'exposition au manque de soutien hiérarchique est le plus élevé chez les enseignants et surtout dans le premier degré. Autre question qui a été posée, c'était sur les exigences émotionnelles. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les femmes sont plus exposées que les hommes, quelle que soit la population, cadre ou enseignant. Bon, là, il y aurait beaucoup de commentaires à faire, mais je veux avancer, donc on y reviendra dans la discussion si vous voulez. Et un autre point intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'âge ou d'ancienneté. Et là aussi, ça confirme l'enquête que j'ai faite auprès des enseignants de plus de 50 ans. C'est que les exigences émotionnelles sont tout aussi fortes, quel que soit l'âge ou l'ancienneté. Donc finalement, les enseignants ont une exposition moyenne aux risques psychosociaux plus élevés que les autres cadres. C'est le premier degré qui souffre le plus des facteurs de risque psychosociaux et les femmes sont plus exposées que les hommes. Donc ça donne aussi une image du métier. Alors cependant, il y a aussi des ressources pour être satisfait du métier. Et c'est la dernière partie de mon exposé qui va évoquer les résultats d'une enquête que nous avons faite. C'est un travail collectif
dans le cadre du laboratoire éducation culture politique auprès d'enseignants de plus de 50 ans. Alors, on a choisi, ça correspond un peu finalement aux répondants de l'enquête. C'est pour ça que j'ai trouvé plusieurs convergences, je pense. Et on a choisi cette population. Alors d'abord parce qu'on avait déjà beaucoup travaillé sur les enseignants débutants ou en milieu de carrière. Et là, on s'était dit, ça serait intéressant de prendre ceux qui sont dans la dernière phase de leur carrière. Et ces enseignants, ils ont été choisis aussi sur un autre critère, c'est qu'ils faisaient partie de ceux qui étaient plutôt satisfaits de leur métier. Qui disaient, oui, alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont jamais de difficultés ou qu'ils sont satisfaits de toutes les conditions de travail, pas du tout, mais ils sont satisfaits de leur façon de faire le travail. Et on a identifié à l'issue de cette enquête, alors vous avez quelques éléments là sur le nombre d'établissements, etc. Qu'est-ce qui est favorable à la satisfaction des enseignants de plus de 50 ans? Alors là, c'est global, quels que soient les niveaux d'enseignement. C'était une enquête qui était en primaire et dans le secondaire, en élémentaire et dans le secondaire. Premier point, avoir une pensée critique et une autonomie sont des conditions favorables à l'engagement. Donc, pour bien faire son métier, il faut une pensée critique dirigée dans deux sens. Le premier sens est une pensée critique à l'égard des multiples injonctions qui leur arrivent. Trier le grain de livret, on dirait, ou savoir faire un ordre de priorité, ou voir ce qui peut effectivement être adapté ou pas, parce que parfois il y a des injonctions qui sont inapplicables. Et puis, une pensée critique aussi dirigée vers dans une autre direction, c'est vers sa propre pratique. Une pensée critique qui amène les enseignants, à la fin de chaque cours ou à la fin de chaque trimestre, à se poser la question, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai raté, comment je peux améliorer les choses. Enfin, c'est une réflexivité qui est extrêmement courante chez les enseignants. Et cette pensée critique, elle a à voir avec l'autonomie dans le travail et elle favorise l'engagement dans le travail. Deuxième point favorable et ressource pour être satisfait du métier, c'est agir avec et contre la routine. Alors, on ne s'attendait pas, à vrai dire, à ce résultat, mais ça semble intéressant quand les plus de 50 ans disent que pour être bien dans leur métier, et trouver que leur travail vraiment vaut le coup et que c'est du bon travail, eh bien, ils s'appuient sur des routines efficaces, parce que ce sont des enseignants experts, mais s'ils ne s'appuient que sur des routines, ils s'ennuient. Et puis que surtout, les routines ne sont pas forcément valables tout le temps. Et elles ont pu être efficaces il y a 10 ans et ne plus l'être maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a dit agir avec et contre la routine, comme condition du développement professionnel. Parce que sans routine efficace, comme le sont souvent les enseignants très novices, on n'arrive pas à faire du bon travail. Il faut construire ces routines efficaces à l'aide du genre professionnel dont j'ai parlé tout à l'heure d'ailleurs. Mais agir contre la routine, surtout quand on devient expert, ça devient tout aussi important. Et c'est ce qui nourrit le développement personnel, de ne pas faire du surplace en quelque sorte et de ne pas se laisser rattraper par des situations qui évoluent tellement vite. Troisième point, construire des sources de reconnaissance. On sait que les enseignants manquent de reconnaissance, mais pour les plus de 50 ans qui sont contents de leur travail, ils ont aussi su construire leurs propres ressources de reconnaissance. Et ce qui est frappant dans notre enquête, c'est que ces ressources ne sont que très rarement à l'intérieur du système éducatif. Ils ont des sources de reconnaissance à l'extérieur, alors que ce soit dans le cadre de réseaux professionnels, de disciplines ou de niveaux, que ce soit dans des activités autres. Certains sont élus, sont actifs dans des associations et ils transfèrent en quelque sorte cette reconnaissance après en tant que professeur.
Donc, ce sont essentiellement des réseaux de ressources personnelles qui leur servent à trouver de la reconnaissance, ce qui interroge quand tout de même l'institution. Quatrième point, alors on était parti des cycles de l'auteur Michael Huberman, qui estimait qu'il y avait 3 grands cycles dans la profession enseignante et que le dernier cycle, qui était très long pour lui d'ailleurs, était celui de l'amertume ou de la résignation. Il avait une vision assez pessimiste de cette situation, donc c'était dans les années 80. Alors nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il y a des cycles dans les cycles. Et il y a surtout des microcycles avec le développement de stratégies de préservation de soi, de régulation de l'activité, mais aussi de mise à l'épreuve. J'en reparlerai ensuite. Donc, les cycles dans les cycles montrent qu'il n'y a pas seulement 3 grands cycles, par exemple, dans la vie professionnelle, mais il y a en permanence des cycles de plus ou moins fort engagement, des cycles de retrait relatif, parce qu'un enseignant ne peut pas complètement se désengager dans son activité. Sinon, c'est le bazar immédiatement dans la classe et ailleurs d'ailleurs, hein. Donc, c'est toujours relatif, ces désengagements. 5e et dernier point, c'est le défi et l'innovation au quotidien pour faire du beau travail. Les enseignants de plus de 50 ans qui sont satisfaits de leur métier, c'est qu'ils l'expliquent très bien, ils se posent des défis, des épreuves, mais qu'ils ont choisis. Même si parfois c'est en relation avec certaines prescriptions, mais ça va être par exemple de modifier un cours, de modifier des évaluations, de lancer un projet de travail avec un collègue avec lequel ils n'ont jamais travaillé, ou un projet plus interdisciplinaire avec des intervenants extérieurs. Bon, il y a de multiples défis possibles que peuvent se poser les enseignants et qui montrent que l'innovation, ce n'est pas, contrairement là aussi à ce qui est souvent dit, ce n'est pas quelque chose d'extérieur au métier qu'il faudrait injecter à coups de piqûres innovantes, mais c'est le propre du travail quand il n'est pas empêché. Et l'innovation au quotidien vise à faire du beau travail. Et les sources de souffrance actuelles des enseignants, mais comme des autres métiers, ce n'est pas spécifique, c'est la sensation de ne pas pouvoir faire du beau travail, d'être empêché de le faire pour de multiples raisons. Pour conclure, je dirais que les enseignants se disent majoritairement satisfaits de leur relation avec les élèves, et c'est le premier critère d'évaluation de leur travail. Alors ça, c'est une grande constante parce que je l'avais déjà observé à la fin des années 90 dans mon enquête sur la souffrance au travail des enseignants, et ça pose problème. Parce que si les enseignants ne doivent la reconnaissance de leur travail qu'aux élèves, c'est fragile. Parce que les élèves ne peuvent pas connaître les critères de qualité, tous les critères de qualité du travail. D'ailleurs, quand on demandait aux enseignants, mais pensez-vous que les élèves peuvent définir l'évaluation, par exemple, leur propre évaluation ou la progression dans l'année? Ils disent, ben non, ça c'est mon boulot. Donc, faire reposer la reconnaissance de son travail uniquement sur les élèves, c'est fragile. Par contre, ce qui manque beaucoup, c'est la reconnaissance par l'institution et souvent la reconnaissance par les pairs. Parce que quand il n'y a pas de travail collectif, la reconnaissance par les pairs n'existe pas non plus. Deuxième point, la relation pédagogique se réinvente au quotidien. Et sous l'effet à la fois des évolutions des politiques publiques, sous l'effet des attentes du public, des parents, des élèves, des caractéristiques des élèves qui ont beaucoup changé en 50 ans, pour ne prendre que les dernières 50 années. Mais la difficulté souvent qu'ont les enseignants, c'est qu'il y a des discordances entre leurs propres évolutions et les évolutions des élèves et les évolutions des attentes des parents. Actuellement, on parle beaucoup des réseaux sociaux. Et là, c'est une des discordances, par exemple,
entre la conception de l'apprentissage, la conception de la vérification pour établir ce qui est vrai ou faux, qui est un des apprentissages que les enseignants travaillent au fil du temps avec leurs élèves, et les réseaux sociaux, les pratiques des réseaux sociaux, ce sont des pratiques complètement opposées et qui mettent une discordance, qui sont source de tension, à la fois à l'intérieur du système éducatif et ailleurs. La principale ressource, c'est le métier pour résoudre ces distorsions. Et finalement, la spécificité du métier peut se résumer avec travailler avec des humains encore en formation, quoi qu'on a vu qu'il y ait d'autres métiers qui le fassent. La différence, c'est que là, c'est dans le cadre d'une institution qui a un projet politique. Trouver des solutions aux difficultés d'apprentissage, un métier qui s'exerce dans le cadre d'une institution qui a un projet politique, je l'ai dit, un métier ancien qui se renouvelle malgré les difficultés rencontrées. Et c'est peut-être le plus important pour identifier les spécificités du métier, c'est cette capacité à se renouveler, même si c'est dans la difficulté, dans les tensions, parfois conflictuelles, mais tout de même cette capacité à se renouveler qu'a le métier d'enseignant. Un métier désormais moins attractif, vous le savez, il y a une crise d'attractivité du métier, mais qui est une source de satisfaction pour la majorité des enseignants, comme l'a encore montré le questionnaire dont on a parlé tout à l'heure. Une satisfaction qui reste largement indexée sur le plaisir de la transmission, le plaisir de l'éducation, le plaisir de la relation pédagogique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous transmets le micro, Mathieu, s'il te plaît. Donc, si vous avez des questions à poser à Madame Lantôme. Oui, pour situer mon intervention, je dois déclarer d'abord que je suis un produit d'avant-guerre. Je parle de la guerre 39-45, bien évidemment. Et pour que vous puissiez le constater, je me lève. Mais je suis aussi un fils d'une institutrice et d'un instituteur, qui sortaient tous les deux de ce qu'on appelait alors l'école normale d'institutrice et l'école normale d'instituteur, parce que les hommes et les femmes étaient alors... donc je risque de faire, comme vous l'avez dit, d'avoir une représentation datée, certes. Mais ma question, quand même, à mon avis, reste d'actualité. Donc, à l'époque de mes parents, donc quand j'étais jeune, les instituteurs étaient formés par des écoles normales. Si mes souvenirs sont bons, dans le secondaire, il y avait ce qu'on appelait les IPES et les conseillers pédagogiques, et dans le supérieur, il n'y avait rien. Alors, ma question est, aujourd'hui, parce que vous n'en avez pas parlé, ça m'étonnait beaucoup, comment sont formés pédagogiquement les instituteurs, les professeurs, qu'ils soient dans le secondaire, en collège, en lycée ou dans le supérieur? Est-ce qu'il y a encore une formation pédagogique? Merci. Bon, ce n'était pas l'objet de mon propos, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Mais c'est vrai que c'est un élément. Alors, est-ce que c'est spécifique du métier? Non, tous les métiers ont une formation. Ce qui est spécifique dans la formation des enseignants, c'est qu'elle est devenue une formation universitaire. On n'en est plus dans les écoles normales. Et pour tous les enseignants, qu'il s'agisse du primaire ou du secondaire, tous les enseignants sont formés au même niveau de diplôme, au niveau du master, et ils sont formés dans le cadre des INSP. Ensuite, dans les INSP, ce qui a pris le dessus, c'est la didactique sur la pédagogie. Et il est sûr que la dimension pédagogique, elle est moins importante que ce qu'elle était dans les écoles normales. En même temps, il y a un niveau de réflexion critique sur les façons de faire qui sont sans doute plus développées actuellement qu'ailleurs.
C'est moins enseigné comme des normes à respecter en quelque sorte que comme des possibilités, des voies possibles à explorer. La difficulté aussi, c'est que apprendre la pédagogie seulement dans le centre de formation ne suffit pas, parce qu'on sait bien que la pédagogie, c'est une question de pratique aussi. Et la formation actuelle, c'est connu, souffre de la difficulté à mettre en place un réel accompagnement dans la durée, pas seulement quelques mois ou une année au mieux, mais vraiment dans la durée pour aider et soutenir les enseignants au fil du temps. Et dans les deux types d'établissements, que ce soit en élémentaire ou en secondaire, cet accompagnement, il est quand même relativement défaillant. Donc, ça n'aide pas les enseignants. Et tout à l'heure, j'ai parlé des ressources du métier. Pourquoi? Parce que les enseignants, quand on leur demande quelles sont vos ressources pour bien travailler, ils ne citent jamais l'institution. Ce qui est, à mon avis, une grande différence par rapport à la période dont vous parlez, notamment en primaire. En primaire, quand vous étiez enseignant, je pense que vous auriez cité l'institution, alors que maintenant, ils ne le citent pas. Ils ont d'autres ressources qu'ils trouvent par ailleurs, mais l'institution ne fait plus ressources. Et c'est un souci, ça aussi. Je vous remercie, madame, pour ce panorama que j'ai trouvé tout à fait intéressant. Et je voudrais juste évoquer, parce que le métier d'instituteur avance à une vitesse, enfin, d'enseignant avance à une vitesse extrêmement importante. Vous nous avez montré une statistique sur des gens en 2015-2016. Enfin, les gens de 50 ans, etc. Ce qui m'interpelle, moi, actuellement, c'est l'impact phénoménal du numérique dans la société, et bien sûr l'enseignant, ben, il est là, il va falloir faire avec, et autrement dit, se débrouiller, si vous voulez, avec l'émergence du numérique, avec des enfants formatés au numérique dès leur plus jeune âge, dans les familles peu attentives à l'impact des écrans. Et c'est vrai donc, si vous reposiez aux gens de 50 ans en 2023 certaines questions, je pense qu'il y en a qui sont angoissés par cette explosion du numérique. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont mises en place pour aider les enseignants à affronter le numérique, non pas vous distribuer des TO7, on a connu cette histoire, le gag extraordinaire, on file le joujou et on ne met pas le mode d'emploi. Bon. Donc, comment ça évolue là? Moi, je voudrais savoir, dans ces derniers temps, là, dans les 4, 5, 6 dernières années où le numérique explose. Ben, je pense que le numérique est devenu pour beaucoup d'enseignants un outil de travail assez quotidien quand ils en ont les ressources locales. Parce qu'une chose est de dire il faut du numérique et autre chose est d'avoir les outils avec la maintenance qui va avec. Parce que souvent, et notamment au niveau, pour le secondaire, les régions ont eu des politiques d'achat massif de matériel qu'ils ont installé dans les établissements, mais il n'y a pas la maintenance derrière. Donc, souvent, les enseignants se plaignent de matériel qui sont en panne, comme ça arrive souvent, et eux n'ont pas les compétences, et puis ce n'est pas leur métier, que de débrouiller ça. Alors, il y a toujours 1 ou 2 enseignants dans le lot qui sont plus au fait, qui peuvent donner un coup de main, mais ça ne suffit pas, quoi. Donc, ça fait partie des discordances dont je parlais tout à l'heure, des choses qui avancent à des vitesses différentes. Et là, il y a effectivement une différence. Par contre, je trouve que ce qui progresse beaucoup, c'est la réflexion sur les usages pédagogiques du numérique. Si on se reporte à quelques années en arrière, le numérique était vécu par les enseignants surtout comme un embarras. Et de plus en plus, il est utilisé comme une ressource, et une ressource qui peut être très intéressante pour l'apprentissage des élèves. Bonjour.
Alors, moi, j'aimerais parler, vous poser une question par rapport aux ressources humaines dans l'éducation nationale. Je trouve qu'il y a une perte d'énergie, de savoir, de compétences énorme, notamment avec le départ à la retraite. Je trouve que c'est pas progressif du tout, c'est brutal, et que finalement, on a des personnes qui sont fatiguées en fin de carrière, mais pour qui on pourrait aménager un temps de travail. Je ne sais pas pourquoi personne n'a jamais eu cette prise d'initiative d'utiliser les compétences et le savoir des personnes expérimentées ou même des jeunes retraités qui sont encore pleins d'énergie ou d'allant et qui pourraient partager, aider ces jeunes. Parce que là, vous avez interrogé des personnes qui avaient donc plus de 50 ans, qui vont aller progressivement vers la retraite et qui pourraient donner beaucoup à ces jeunes qui, eux, n'ont pas cette, comment dire, ce regard sur le métier assez positif finalement que vous nous avez décrit. Et je ne comprends pas, moi, j'étais enseignante, j'ai fait une grande carrière et j'avais encore plein de choses à dire, à donner pour aider des jeunes qui arriveraient, du temps partagé, je ne sais pas moi. On parle d'effectifs trop chargés, on pourrait les soulager en faisant quelque chose d'assez progressif où les personnes se sentiraient sans doute mieux, les jeunes comme les retraités. Alors, pour mémoire, il a existé dans l'éducation nationale ce qu'on appelait la cessation progressive d'activité, qui était un dispositif qui permettait aux enseignants de passer progressivement à temps partiel et aller comme ça vers la retraite en conservant un salaire, alors qui n'était pas complet, mais qui était quand même plus important. Ce dispositif a non seulement été supprimé, mais comme vous le savez, l'âge de la retraite a été successivement reporté. Quand le ministère de l'Éducation nationale a essayé de faire appel à des retraités, ça a été essentiellement pour boucher les trous, parce qu'il y avait une crise du remplacement. Et les résultats ont été très peu satisfaisants pour le ministère, les retraités n'ayant pas du tout envie, après ayant passé beaucoup de temps à l'école, d'y revenir pour faire dans cette situation. Après, ce que vous évoquez plus tôt, ça serait de l'ordre du mentorat. Du mentorat, et qui pourrait être mis en place à partir des années de la cinquantaine. Bon. Alors, ce qui existe quand même, c'est le système des conseillers pédagogiques dans le secondaire. Et on trouve pas mal d'enseignants qui ont plus de 50 ans et qui trouvent là un renouvellement de leur métier dans le dialogue qu'ils instaurent avec les jeunes qui arrivent. Oui, mais alors ça demande un examen, c'est difficile à obtenir, c'est fastidieux, enfin, c'est quand même difficile à mettre en œuvre pour l'enseignant. Alors qu'une personne qui a juste de l'expérience, elle a vraiment des choses à transmettre, à partager avec des plus jeunes. Ah. Si vous permettez. Alors, excusez-moi, je sais pas si, je vous rassure, il y aura du temps encore pour les échanges, c'est tout cet après-midi et même là très bientôt, on va donner la parole à un certain nombre de témoignages. Donc, si vous me permettez, je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça. On avait prévu depuis 11 heures, on avait prévu une petite pause de 10 minutes. Donc, je pense qu'on va se prendre une petite pause de 5 minutes, pas plus. Donc, je vous demande juste et on reprend après avec des témoignages. Je vous rappelle aussi que Madame Lantôme fera de toute façon la conclusion également. Et donc, elle aura l'occasion de reparler encore de tout ça. Là. Voilà. Donc là, 5 minutes, on en profite pour faire venir nos prochains témoignages, voilà, sur scène.